Actualité TVCO, édition du 26 mars. Aux actualités TVCO cette semaine, tout d'abord, on va recevoir la députée Émilie Foster, députée de Côte-de-Beaupré et de Charlevoix, pour parler du budget qui a été déposé à l'Assemblée nationale et qui nous permet de constater, sans surprise, que les finances du Québec ont également attrapé la COVID. La municipalité de Baie-Saint-Paul a reçu une reconnaissance de la part de la Fédération canadienne des municipalités afin de souligner ses efforts en matière de réduction des gaz à effet de serre et le maire Jean Fortin vient nous expliquer de quoi il en retourne. Le gouvernement du Québec a choisi Maison-Mère pour l'implantation d'un espace bleu et on va faire le point là-dessus en compagnie d'Élisabeth Pailleur. Le passage de notre région en zone orange permet au domaine Forgette de présenter une nouvelle programmation de spectacle et Francine Derry vient nous présenter les artistes qui seront à l'affiche au cours des prochaines semaines. Une grande marche est organisée à l'île aux Coudres pour amasser des fonds pour lutter contre le cancer et l'initiatrice de cet événement, Martine Harvey, est venue nous dire comment se déroulera cette activité le 3 avril prochain. Le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul part à la rencontre des écoliers de la région avec une boîte à outils que nous présente la conservatrice du musée, Mme Patricia Aubé. Et comme d'habitude, on va parler de sport en compagnie de Maxime Jaudoin. À tous, je vous souhaite une bonne émission. Le gouvernement du Québec a déposé son budget à l'Assemblée nationale. Il dépensera pas moins de 135 milliards de dollars au cours de la prochaine année. On prévoit déjà un déficit qui approche le 13 milliards de dollars. Et pour faire le point là-dessus, je me suis entretenu avec Émilie Foster. Madame Foster, bonjour. Bonjour. Madame Foster, est-ce qu'on peut prétendre et est-ce qu'on peut confirmer que les finances du Québec ont elles aussi attrapé la COVID? Oui, comme toutes les finances de tous les gouvernements dans le monde. C'est clair que la COVID a amené une crise financière, une crise économique sans précédent. On a un déficit cette année de 12,3 milliards. Par contre, je suis extrêmement fière du budget qu'on dépose parce que malgré ça, c'est clair pour nous. Pas de hausse d'impôts, pas de hausse de taxes, donc on n'étrangle pas le contribuable, pas de baisse des dépenses, donc pas de coupure. Ça, c'est très important. Il fallait que les services aux gens soient maintenus et améliorés. Il fallait que l'aide pour nos citoyens dans tous les domaines soit bonifiée. Et ça, on réussit avec ce budget-là à entrer là-dedans. On a une croissance des dépenses là, de 6 milliards, donc qui est semblable à ce qu'il y avait dans les années précédentes. Donc, c'est clair que pour moi, ce budget-là, j'en suis très fière parce que malgré le fait qu'il est écrit à l'encre rouge, c'est vraiment un budget pour les citoyens. Dites-moi, vous avez quand même fait le choix de reporter l'équilibre budgétaire après la COVID. Vos adversaires disent déjà après les prochaines élections. Est-ce que les prévisions, on voit entre novembre de cette année et le budget qui a été déposé, il y a déjà 5 milliards de plus dans les estimations là, des coûts qui sont reliés à notre crise. Est-ce que vous pensez vraiment que les estimations dans 2 ans vont nous permettre un jour d'atteindre l'équilibre financier? Oui, j'en suis pas mal certaine. En fait, oui, je suis très confiante là-dessus. Je vous explique. Notre choix de prendre un an de plus, il n'a pas été critiqué. Donc, on va retourner à l'équilibre budgétaire en 2027. Oui. Donc, ça n'a pas été critiqué. Les partis d'opposition non plus parce qu'on le sait que ça va prendre plusieurs années. Donc, ça va prendre plus que le 5 ans qu'on voulait au départ. Mais justement, pour éviter des coupures massives, c'est pour ça qu'on la prend l'année de plus. Il faut comprendre le principe. C'est exactement pour ça qu'on la prend l'année de plus. On ne sait pas vraiment comment va nous coûter la pandémie. Là, on l'estime déjà à 30 milliards de dollars pour les prochaines années. Ce chiffre-là, je m'excuse, mais on l'a un peu inventé parce qu'on est en train de la vivre, la pandémie. Ça doit être dur d'estimer très précisément le coût d'une telle opération, alors qu'estimer la croissance économique, c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années. Êtes-vous bien certaine que on va balancer en bout de ligne? Bon, l'estimation des coûts de la pandémie, on est déjà mieux placé qu'on l'était au début. Au début, c'était une inconnue totale et complète. On ne savait absolument pas dans quoi on s'embarquait. Maintenant, on a 1 an, j'oserais dire, d'expérience de pandémie. C'est pas positif, mais en même temps, ça l'est parce que ça nous permet de mieux anticiper. Ce que ça a coûté en santé, ce que ça a coûté en éducation, ce que ça a coûté en services divers, là, dans tous les domaines, en économie également. Parce que ça aussi, là, c'est un gros fan. Bon, ça nous a permis d'estimer et on le sait également qu'avec les vaccins, la situation ne pourra pas jamais revenir aussi pire qu'elle était. On s'entend, une fois que 75-80 % de la population sera vaccinée,
Est-ce qu'on aura encore des périodes, dépendamment des variants? Mais on sera rendu ailleurs. On sera rendu en mode relance. On sera rendu ailleurs. Okay. Définitivement, on sera en mode relance. Est-ce que ça reviendra entièrement du jour au lendemain comme c'était avant? Non, bien sûr. Maintenant, mais les mesures sanitaires ne pourront plus, dans quelques mois, être aussi serrées dans 6 à 8 mois. Oui, exactement. Parce que le vaccin est là. Vous me dites, on a maintenant une expérience d'1 an de la pandémie. Puis quand on regarde les dépenses qui ont été priorisées, on a également l'impression que la pandémie vous a beaucoup appris. Parce qu'au niveau de la santé, notamment, on y va vraiment pour redresser tout le système qui nous permet de soutenir nos aînés. On parle de 750 millions pour le maintien à domicile, l'embauche de nouveaux préposés. Vraiment, au-delà de l'état des finances, même le choix des dépenses a été teinté par la pandémie cette année. Oui, exactement. Ça a été teinté. La santé prend une grande place comme on s'y attendait. Pour nos aînés, il y a également, j'ajoute à ce que vous venez de dire, on va bonifier le crédit d'impôt pour soutien à domicile, pour maintien à domicile, pour aider les gens à rester à domicile le plus longtemps possible, à 70 ans et plus. Donc ça, c'est un rehaussement qui a été très bien accueilli. Je l'ajoute à ce que vous venez de dire. Mais oui, la santé, ça prend, comme toujours, une grande part du gâteau pour ce qui est du budget, mais cette année, encore plus. Donc, on investit massivement. C'est certain qu'en santé, il n'y a pas de compromis à faire. Il n'y a pas de compromis à faire. L'argent dont on a besoin, il faut qu'elle soit là, en période pandémique en plus. L'éducation aussi, bien sûr, on met beaucoup de sous parce qu'on sait que ça a eu de l'impact sur nos jeunes. En termes de retard scolaire, de difficultés scolaires. Oui, on parle de 52 millions pour le décrochage scolaire. C'est bien le montant le nouveau montant qui est alloué à ça? Uniquement pour le décrochage, mais quand on parle de pallier au retard, aux difficultés, le tutorat et tout ça, on est à 600 millions. Rehausser la pratique aussi d'activités physiques et récréatives chez nos jeunes, on est à 600 millions, tout près de 600 millions. Donc, on a mis le pactole en éducation là, pour être capable, dans notre réseau, de continuer de pallier au vide que la pandémie a laissé. Là, naturellement, c'est pas toujours évident. Madame Foster, je ne veux pas aller dans les détails fins, mais par exemple, une annonce comme celle-là au niveau du soutien là, des programmes puis du développement des programmes en éducation, est-ce que ça veut dire, par exemple, pour nous, que ça peut garantir la poursuite de nos programmes au niveau de la formation professionnelle, du centre d'études en Charlevoix, l'ensemble des programmes? Donc, est-ce qu'on comprend que ces programmes-là sont consolidés également, même si je ne veux pas aller dans les détails, mais on comprend qu'on conserve nos acquis et on va avoir les moyens d'aller plus loin encore, nous, comme région, en Charlevoix? Oui, c'est exactement. Le but, c'est qu'on puisse consolider nos acquis en éducation. Ça, c'est clair, net et précis. Okay. On ne veut pas qu'il y ait de coupure de services, que ce soit au palier supérieur ou au secondaire, au primaire, dû à la pandémie. De là qu'on allonge les sous pour que les centres de services et également les cégeps, les universités aient le moyen de leurs ambitions. Ça, pour nous, c'est clair. Vous savez, le premier ministre a toujours dit « Éducation, c'est une priorité ». Parlons maintenant de la relance économique, qui est le troisième point. Je souligne quand même là, que santé, éducation sur un budget de 135 milliards, santé et éducation, c'est 80 milliards de dépenses. Alors, parlons du reste. Une fois qu'on a parlé de ces deux éléments-là, parce que c'est vraiment les deux éléments clés du budget, parlons un peu de relance économique. On est toujours en pénurie de main-d'œuvre. De plus en plus, les problèmes ressurgissent. On le voit arriver. Comment vous voyez les principaux outils qui ont été mis en place pour nous permettre de relancer notre économie? Première chose, 150 millions de plus pour nos programmes d'aide d'urgence aux entreprises. Donc, le POPME et le PACT, qui sont connus là, de nos entreprises, l'enveloppe augmente de 150 millions et ça se déclinera par des annonces régionales là, dans les prochaines semaines. Donc, ça, première chose, on consolide ça parce qu'on sait que nos entreprises ont encore besoin d'aide. Bon, ensuite, Internet haute vitesse, c'est une clé. C'est essentiel et pour la relance et pour le développement économique et pour l'augmentation démographique, attirer des gens chez nous là, pour venir travailler, c'est hyper important. Oui, mais là-dessus, je tiens à vous le souligner, madame, on est un peu tous des saint Thomas. Hein? On va y croire quand on va être branché. Parce que ça fait des années qu'on en entend parler. D'accord, là, mais comprenez que là-dessus, là, on va vous croire quand ça arrivera, oui. Oui, mais ça va arriver. Vous allez voir, on va tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Mais on est parti, puis je peux vous dire le nombre de ressources gouvernementales qu'il y a là-dessus. On est parti. On a annoncé là, tout récemment là, un 600 millions, là, tout près de 600 millions juste pour ça. Donc, c'est bien important pour nous d'ici fin 2022, tout le monde branché. Et dans les prochaines semaines, d'ailleurs, on sera en mesure d'annoncer les fournisseurs pour Charlevoix. Je veux vous amener sur un sujet d'actualité chez nous. Il y a de l'argent qui est consacré, bien sûr. On appelle ça là, comme tel au patrimoine culturel. Il y a un montant de 64 millions. Ici, on parle présentement, je ne veux pas devancer les annonces, mais on parle d'un gros projet pour Maison-Mère
qui est sous la tutelle de l'Espace bleu. Alors, je vais vous poser une première question là-dessus. Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un espace bleu? Bon, un espace bleu, là, c'est un espace culturel régional. Donc, c'est des espèces de, si on veut dire, mini-maisons de la culture, si je peux m'exprimer ainsi. Okay. C'est-à-dire que dans chaque espace bleu, d'ailleurs, c'est déjà sorti publiquement, il y en a plusieurs qui en ont parlé. Oui. Dans chaque espace bleu, il y aura premièrement un espace pour que les artistes régionaux et nos artisans régionaux puissent s'approprier une scène, un endroit. Donc, ça, c'est important. Il y aura également le volet gastronomie locale qui sera mis de l'avant. Il y aura également le volet d'exposition à saveur régionale avec notre histoire régionale, avec notre patrimoine régional qui va être mis de l'avant. Donc, je peux pas aller très loin là-dessus, là, naturellement, mais je peux vous dire que c'est un concept qui est vraiment extraordinaire pour nos régions du Québec. Donc, le gouvernement investit. En terminant sur ce thème-là, on attend des grosses annonces pour Maison-Mère. Est-ce que vous avez un échéancier, quelque chose à nous donner là-dessus? À quel moment ça devrait bouger là-dessus? Je peux rien confirmer là-dessus, vous le comprendrez. Là. Mais on comprend que c'est dans les prochaines semaines. On surveille. Peut-être qu'il y a des choses qui viendront. OK. Parlons encore de la relance, si vous le voulez bien, du côté du tourisme maintenant. Comment l'industrie touristique de Charlevoix peut se sentir rassurée suite au dépôt de votre budget? C'est clair que pour nous, le tourisme, c'est important et on sait qu'il y a des régions comme la nôtre qui comptent sur le tourisme énormément dans leur économie là, pour se remonter, pour faire une relance. Donc, il y a un 204 millions qui est annoncé. Est-ce qu'on a des détails sur comment ça s'applique? Non, et ça, justement, ça fait partie des belles surprises qu'on aura là, dans les prochaines semaines également. On va décliner nos annonces, mais pour le tourisme, on a mis beaucoup de sous parce qu'on sait que c'est important. Ça a été bien reçu par les acteurs du tourisme, d'ailleurs, hier. Donc, ne vous inquiétez pas, là, on est là encore et toujours et on va continuer de soutenir le tourisme. C'est absolument vital pour la région et moi, je vais toujours veiller au grain là-dessus parce que c'est notre principale activité économique dans Charlevoix. Alors, nous, de notre côté, on va continuer à vous suivre au fur et à mesure qu'on va déballer le cadeau du budget. Hein? On comprend que là, il y a des grands montants qui sont annoncés. Les mesures plus précises, puis qu'est-ce que ça signifie pour nous dans la région, ça s'en vient, c'est ce qu'on comprend? Exactement. Okay. Il y aura des déclinaisons dans les prochaines semaines. Bien, ça va nous faire plaisir de vous suivre dans toutes ces déclinaisons, puis je vous remercie pour cette entrevue. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Au plaisir. Merci. J'accueille maintenant le maire de Baie-Saint-Paul, Jean Fortin, pour parler de la reconnaissance obtenue cette semaine par la Fédération canadienne des municipalités et faire le tour également sur certains dossiers d'actualité. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur le maire, la ville de Baie-Saint-Paul a été récompensée, reconnue pour les efforts que vous menez depuis plusieurs années pour diminuer l'émission de vos gaz à effet de serre. Oui. Pouvez-vous nous expliquer un peu d'où arrive ce prix? C'est venu, vous le savez, nous, on a adopté notre Agenda 21 en 2006. Depuis ce temps-là, on a travaillé différents aspects. Puis l'idée de l'Agenda 21, c'est de faire que ça part des citoyens. Bon, pas d'en haut, c'est une politique qui part des citoyens. On a rencontré plein de gens. Puis quand est arrivée l'idée de faire notre bilan des gaz à effet de serre, on avait une subvention pour le faire. Nous, on a adhéré rapidement à cette possibilité-là. L'idée étant de faire que dans nos bâtiments, avec nos véhicules, avec nos équipements à nous, d'analyser qu'est-ce qu'on émettait comme gaz à effet de serre, puis quels moyens on pourrait prendre pour améliorer la situation. On est à notre deuxième version de notre étude. Ça veut dire que vous y travaillez depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans? On y travaille depuis au-delà de, écoutez, 6-7 ans. 6-7 ans que vous êtes sur le dossier. Et évidemment, on a analysé nos bâtiments, on a analysé nos véhicules, on a analysé plein d'activités qu'on fait. Et on en est arrivé à poser des gestes. Et les principaux qu'on a fait, c'est sur nos bâtiments. Ça ne cachera pas beaucoup de choses au niveau de nos bâtiments. Améliorer toute la question énergétique. OK. Et aller aussi vers des mesures alternatives par exemple, enlever le mazout, là, les endroits où encore on travaille là-dessus. Donc, ça veut dire par exemple, au niveau de l'incendie, toute notre caserne incendie, ça a été... on a retravaillé ces choses-là, notre garage municipal. Maison-mère, actuellement, qu'on est on est en train d'aller vers la biomasse. La biomasse qui est en construction. L'idée de la biomasse, c'est d'aller vers, on ne se le cachera pas, bientôt, on va entrer dans des négociations plus importantes avec le gouvernement du Québec pour l'hôpital ici. Est-ce qu'on pourrait penser également à l'Arena éventuellement? L'Arena est déjà branché à biomasse. Okay. L'objectif
effectivement. Puis l'Arena, la première phase qu'on a eue, c'était justement l'amélioration énergétique globalement. On a laissé aller le fréon, on est allé vers d'autres modes. Là, ce qu'on appelle la Zamboni, la resurfaceuse, est électrique maintenant. Hein? On a enlevé... Est-ce qu'on peut s'attendre qu'également la flotte de véhicules de Baie-Saint-Paul passe à l'électricité? Ça, c'est l'autre aspect. Déjà, on est à regarder de l'hybride. Là, on va regarder, moi j'espère, puis on en discute, c'est pas facile à ce niveau-là, mais la question de l'électrique s'en vient, c'est bien évident, puis c'est dans nos cartons là, de tester l'électrique d'ici peu également. Et la Fédération canadienne des municipalités est venue donc souligner les efforts que vous faites puis moi, ce que je veux souligner pour compléter assez rapidement, c'est de dire qu'on a eu aussi, on travaille dans une MRC. On sait que notre MRC travaille beaucoup, juste la question des matières résiduelles, par exemple. Le bac brun sur l'ensemble du territoire depuis maintenant 2 ans. On l'avait testé déjà, puis maintenant, on est sur l'ensemble du territoire. C'est quand même important de le souligner. Ici, on recycle aussi en collaboration avec la MRC, mais avec la réserve de la biosphère, avec la coop de l'arbre aussi. On a des collaborations qui nous ont permis d'aller plus loin aussi. Puis ça aussi, ça a fait donc, partie... Donc, c'est tout ça mis ensemble, là, qui vous dresse un portrait positif pour les gaz à effet de serre. Oui, puis moi, je dis, c'est un signal aussi qu'on veut se donner. Les résultats ne sont pas toujours énormes, mais on veut donner un signal que les changements climatiques, c'est vrai, c'est important. Puis comment on peut intervenir, nous, comme municipalité, comme MRC, comme citoyens aussi, à quelque part, pour améliorer la situation. Merci. Parlons maintenant d'un autre dossier. Il y a eu des grosses annonces cette semaine concernant le branchement Internet de nos foyers. Est-ce que vous savez, il reste combien de résidences à brancher à Baie-Saint-Paul? Est-ce qu'on a une idée du travail à faire à Baie-Saint-Paul? Sur le nombre de résidences, je ne pourrais pas te donner le nom, mais je sais, on sait que plus on s'éloigne du centre, plus on a des difficultés. Par exemple, on va donner l'exemple de Saint-Placide, de certains secteurs de Saint-Ours, Sainte-Croix, par exemple. Aller aux extrémités de Saint-Laurent, plus on s'éloigne du noyau de la ville, plus il y a des difficultés en allant vers au niveau rural de Baie-Saint-Paul. On a annoncé un plan qui se mettrait en branle rapidement, puis on sait que le gouvernement veut régler ça avant les prochaines élections. Est-ce que vous y croyez? Bien, parce qu'il y en a qui veulent régler ça avant les prochaines élections, j'ai une tendance je pense à y croire. Je pense que là, maintenant, on est au fait des difficultés qu'on a eues suite à toutes sortes d'annonces. Et je pense qu'on n'est plus au fait maintenant des difficultés. Par exemple, de toute la question de savoir, on commence par où, avec qui travaille ça? Est-ce qu'on est capable de régler les conflits des fois entre ça, c'est pas réglé au moment où on se parle. Entre compagnies, on le sait, on a vu des chicanes de poteaux, par exemple. Oui. Bell ne partage pas beaucoup ses installations. Ça semble s'améliorer, mais là, je pense qu'il va falloir que quelqu'un, à un moment donné, dise, OK, là, c'est assez, puis comment on peut pour faire avancer ça? Ça, c'est un des aspects. Il y a toute la question administrative de tout ça aussi. Comment tout ça va se... Mais j'ai tendance à croire, écoutez, quand les 2 premiers ministres prennent la peine de sortir et de dire maintenant, on veut y aller, moi, évidemment, il y a des détails. L'enfer est dans les détails. Hein? Il y a des petits détails qui vont devoir être réglés. Puis je pense que notre préfet, Mme Simard, en a parlé. Mais globalement, moi, j'ai tendance à croire qu'on est près de quelque chose. Que cette fois-ci, ça serait Puis la bonne. il y a une réalité. Je pense que la pandémie actuelle nous a obligés à voir... Je pense que là, ça devient essentiel. C'est devenu essentiel. Ça l'était, mais là, maintenant, je pense qu'on est en train de le constater. Monsieur le maire, j'aimerais qu'on parle d'un autre dossier. On attend pour les prochaines semaines une grosse annonce concernant Maison-Mère. Maison-Mère qui deviendrait une partie, en tout cas, un espace bleu. Pouvez-vous nous donner des détails là-dessus? Bien, en fait, les espaces bleus, ce serait un réseau québécois. Oui, un réseau initié par M. Legault, comme vous pouvez le voir là. Par M. Legault, qui voudrait que la culture québécoise soit plus reconnue, puis dans toutes les régions du Québec, puis qu'il y ait des lieux gouvernementaux qui en parlent. Bon. Et donc, ils ont identifié Baie-Saint-Paul comme étant un endroit intéressant et ils sont venus visiter. Bien sûr, Maison-Mère est un endroit intéressant. Parce qu'en même temps, je pense qu'il veulent faire, c'est mettre en valeur des édifices patrimoniaux aussi, d'investir pour aider. Ça répond à ce que vous disiez déjà. Il y a plusieurs municipalités au Québec qui héritent de grands ensembles comme ça. Et puis, ça devient directement responsable de maintenir ça. Et c'est lourd pour les petites municipalités. D'ailleurs, nous, vous savez... Je me souviens que vous demandiez je l'ai toujours dit. Moi, je pense pense que si les gouvernements supérieurs ne travaillent pas avec nous à la mise en valeur, on n'y arrivera pas.
Puis il faut aussi que le privé s'y mette. Il va falloir que tout le monde mette la main à la pâte. Ça, je l'ai toujours dit. Oui. Pour Maison-Mère, depuis le début, on discute avec les gouvernements pour voir comment ils peuvent s'impliquer dans Maison-Mère, comment ils peuvent venir nous aider dans ce dossier-là. Et je pense que l'idée d'installer là un des espaces bleus du Québec est venue de tout cet objectif-là du gouvernement du Québec de participer à la mise en valeur de Maison-Mère. On regarde les délais, puis depuis quand les gens sont informés, puis à quelle vitesse avance le dossier. On a l'impression que c'est un dossier qui est sur une voie express, parce que ça fait à peine quelques semaines. Non, c'est quand même allé que vous êtes rapidement. là-dessus, là. Écoutez, la première fois où j'ai entendu parler, moi, c'est avant les fêtes, mais rapidement. Et vous savez, des fois, dans des projets gouvernementaux d'une assez grande envergure, ça peut être très long. Mais là, ça va. Effectivement, ça va rapidement. Par contre, il est trop tôt pour dire que c'est réglé, que tout va être fait. Moi, je pense qu'on va attendre les annonces faites par le ministère de la Culture, le gouvernement du Québec. C'est eux vraiment qui auront des choses à annoncer. Oui, Les négociations se poursuivent. On va voir. Puis même, je pense qu'actuellement aussi, ils sont venus visiter les lieux. Les gens du Musée de la Civilisation et du ministère de la Culture sont venus visiter les lieux et sont encore à peaufiner ce que ça va être, l'espace bleu, ce qu'il va y avoir là, ce que ça va être aussi. On sait déjà quand même quelle partie du complexe des Petites Franciscaines est visée. Actuellement, la discussion, toute c'est l'aile, l'aile, ce qu'on appelait l'hôtel Victoria. Là. À partir de la maison Fafard. La maison Fafard. Jusqu'au point de la rue. En allant vers la rue Forgette, oui, effectivement. Monsieur le maire, vous avez récemment eu un projet de 1,4 million pour accueillir des travailleurs ici, aménager des espaces pour accueillir des travailleurs ici. Le projet est à 1,4 million. Vous avez fait des consultations, vous avez fait des soirées d'information. Est-ce qu'avec un aussi gros projet qui s'en vient pour les espaces bleus, est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce qu'il y a également de la concertation avec le milieu ou est-ce qu'on va être placé devant un projet clé en main qu'on aura juste à dire oui? Vous comprendrez. Où va se placer l'interaction? Là, on est avec un projet, c'est une initiative gouvernementale du gouvernement du Québec. Ce projet-là est une initiative gouvernementale. Il y a différents lieux qui ont été analysés. Mais actuellement, moi, je laisse au gouvernement du Québec la conduite de la suite des choses. Nous, on travaille en partenariat. Vous ne pouvez pas nous dire comment va se faire l'arrimage avec le milieu? Bien, on est déjà à travailler des choses pour arrimer. D'ailleurs, à Maison-Mère comme telle, on le sait, ça risque d'amener des changements et on est déjà à travailler à Maison-Mère avec les principaux intervenants qui sont touchés par ça. Et ça évolue. À ce niveau-là, ça évolue. Et je sais que le gouvernement du Québec est à rencontrer aussi d'autres intervenants du milieu culturel particulièrement, pour présenter son projet. Et ça va se faire aussi au cours des prochaines semaines, sûrement, où ils vont présenter leur projet et voir aussi comment cet équipement-là va pouvoir être complémentaire à l'offre culturelle qui est déjà faite à Baie-Saint-Paul et dans tout Charlevoix, là, c'est évident. Bien, Monsieur le maire, on va vous suivre là-dessus. On vous remercie d'être venu faire le point avec nous ce matin sur ces dossiers. C'est toujours un plaisir, M. Ouellet. Alors, c'était Jean Fortin, le maire de Baie-Saint-Paul, qui est venu répondre à nos questions sur différents sujets d'actualité de cette semaine. Le projet d'Espace bleu fait couler beaucoup d'encre. On parle d'un réaménagement et d'un projet majeur pour Maison-Mère. Et pour démêler le tout, je m'entretiens là-dessus avec Élisabeth Tailleur. Élisabeth, bonjour. Bonjour. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été mentionnées publiquement concernant l'espace bleu. Est-ce que vous pouvez un peu nous démêler là, dans ce qui s'annonce, là? Puis on sait déjà que c'est le ministère de la Culture et des Communications qui va gérer le dossier, mais pouvez-vous nous démêler ça un peu? Qu'est-ce qui arrive avec l'espace bleu? Oui, alors ce qu'on sait pour le moment, là, ce qui a été dit ou entendu, je dirais, d'abord, c'est prévu pour 17 régions du Québec. Et donc, Baie-Saint-Paul aurait été choisi parmi ces régions-là. Oui. Il y a une sortie qui doit s'officialiser suite à l'annonce du budget que Québec a fait le 25 mars. Mais on ne s'attend pas à ce que ce soit clair avant la fin avril. On parle de plusieurs millions de dollars qui sont en jeu pour les infrastructures culturelles en région. Oui. Puis dans le budget, là, d'ailleurs, on prévoyait un 64 millions de dollars pour le patrimoine culturel.
La conception sera faite par le Musée de la civilisation de Québec. Donc, c'est vraiment eux là, qui vont un peu gérer, qui vont chapeauter les maisons, les espaces bleus plutôt. Et on a compris, là, on a eu la députée Émilie Foster là-dessus, que c'est un genre de maison de la culture, là, en référence à ce qui se fait dans les milieux urbains. C'est un peu le même genre de projet que l'on veut implanter ici. Exactement. On parle de l'élaboration d'un centre de diffusion culturelle qui devrait comprendre des expositions, spectacles et ateliers, peut-être même de restauration. Baie-Saint-Paul se qualifie, là, Maison-Mère a été identifiée. Maison-Mère est un bâtiment patrimonial. On dit qu'il y aurait plusieurs rénovations à venir dans le bâtiment si jamais on confirmait le projet d'espace bleu. Est-ce qu'il y aura des déménagements? Est-ce qu'il y a des gens qui vont devoir quitter Maison-Mère? Pour le moment, encore une fois, rien n'est coulé dans le béton. Personne n'ose s'avancer, autant au niveau du gouvernement qu'au niveau de la ville de Baie-Saint-Paul. Mais ce qu'on a cru comprendre actuellement, c'est que les organismes comme la Procure, l'Auberge des Balcons et la formation continue devront déménager du bâtiment. Donc là, on parle bien du bâtiment du parcours muséal, rue Ambroise Fafard et qui va jusqu'au coin de la rue Forget. Parce que ce qu'on a appris cette semaine, c'est que le projet concerne toute cette aile de Maison-Mère. C'est quand même, c'est très gros, là. C'est très gros. La pièce, la partie de Maison-Mère qui a été identifiée. Oui, absolument. Puis on sait qu'il y a plusieurs étages également, donc on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se retrouver là-dedans. On sait que tout ce bâtiment-là pourrait être acheté par le ministère de la Culture, mais pour le moment, ça va peut-être être une location. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va convenir finalement à la ville de Baie-Saint-Paul. C'est à suivre. Mais de toute évidence, ce qu'on peut confirmer, l'Auberge des Balcons devra déménager et se reloger ailleurs à Maison-Mère. Oui, absolument. On a eu ça comme confirmation. Oui. La formation professionnelle quitte également son bâtiment qui est à l'extrémité de cette aile. Oui. Ça, c'est confirmé également. Il y a la Procure et les autres locataires également qui sont là, qui devront être relogés à Maison-Mère. Oui, absolument. Puis, à l'heure actuelle, selon une source, il y a une entente de principe signée entre la ville de Baie-Saint-Paul et le ministère de la Culture. Donc, c'est vraiment en progrès, là. Et la députée Foster nous annonçait tout à l'heure qu'il y aura des annonces importantes à venir. Monsieur le maire aussi semble sur le même chemin. Il semble quand même qu'on tient à garder ce dossier-là secret. Hein? On réussit, on travaille avec des fuites puis des informations qui nous parviennent de gauche et à droite. C'est un ambitieux projet, mais il manque beaucoup de réponses à ce moment-ci. Oui, absolument. Tout ce qu'on sait, c'est vraiment ce que la presse a pu écrire, ce que nos journaux, radios locales ont pu dire. Parce que, ben c'est ça, on ne connaît pas on ne connaît pas le concept même. Qu'est-ce qui va se passer dans ces nouveaux locaux? Comment ça sera géré? Jusqu'où ils vont aller? Tout ça est encore très obscur. Donc, on a très hâte. Je crois que les citoyens et même Maison-Mère ont très hâte d'avoir plus de détails à ce sujet. Alors, on va bien sûr suivre le dossier, mais en terminant, j'aimerais quand même souligner le travail du journaliste Dave Kidd à CIHO, le spécialiste des scoops dans notre région. Là. Alors, c'est vraiment grâce à lui que le dossier a vu le jour. Et on le sent, là, on a parlé à beaucoup de gens, là, il y a quand même un certain malaise. Hein? On semble attendre une grande annonce là, avant de vouloir donner des détails sur le projet. Oui, puis on disait justement, l'équipe d'Émilie Foster disait qu'il y avait encore des discussions et des négociations au niveau monétaire qui étaient faites actuellement. C'est un peu pour ça qu'ils attendent avant de faire l'annonce qui devrait se faire au courant du mois d'avril. Donc, je vous dirais que la région de Charlevoix est assez impatiente de connaître les détails. Bien, Elisabeth Pailleur, merci beaucoup. On va maintenant, si vous permettez, tout de suite voir l'entrevue que vous avez réalisée avec Francine Derry, qui est responsable de la programmation au domaine Forget. C'est une bonne nouvelle, hein? Il y a maintenant des artistes qui vont se produire sur la scène du domaine Forget. Absolument. Donc, on écoute ça à l'instant. Merci, Elisabeth. Merci. Madame Derry, donc la salle du domaine Forget peut finalement ouvrir ses portes. Qu'est-ce que ça signifie, cette nouvelle-là? Bien, c'est une bonne nouvelle. On est super contents de pouvoir recommencer à faire des spectacles au printemps. Les gens ont vraiment le goût de nous voir, puis on a réussi à faire quand même une belle programmation de ces spectacles pour le printemps. C'est sûr que c'est en jauge réduite de 146 billets, mais les gens répondent bien. Puis on est prêts. On avait fait une petite programmation à l'automne, donc on s'est quand même bien pratiqué, puis ça avait super bien été. Donc pour le printemps,
on s'est bien pratiqué, donc ça fait faire pour les gens une sortie très sécuritaire. Parlez-moi un peu de la programmation qui s'en vient, donc dès le mois d'avril. Est-ce que cette programmation-là, elle est nouvelle ou bien c'était déjà un peu là, entamé, comme vous dites, là, cet automne? Bien, on avait déjà des spectacles qui étaient en vente, puis qu'on a soit reporté ou changé un peu là, au niveau du nombre de billets. Donc, Louis-Jean Cormier, le 10 avril, c'est complet. Puis, ça va être notre premier spectacle du printemps. Donc, il est très content de venir nous voir. Ça va être un très bon spectacle. C'est ça, parce qu'il y a déjà, si on peut voir là, sur votre site Internet, il y a déjà des spectacles de complet Ouais. pour le mois d'avril. C'est quand même une belle nouvelle, là, étant donné que vous rouvrez un peu là, encore en pandémie. Oui, parce qu'il y avait déjà des billets de vendus, mais sauf qu'on en a rajouté quelques-uns. Là, il en manquait quelques-uns. Donc, c'est sûr que Louis-Jean Cormier, ça s'est rempli très, très rapidement. Là. Puis ensuite, le 23 avril, on a les Sœurs Boulay. Ça aussi, c'est complet. Alexandra Sreliski, on a dû choisir des gens par priorité parce qu'on dépassait déjà la jauge permise de 146. Donc, les personnes en charge de la billetterie ont travaillé fort pour essayer de faire un autre plan de salle, replacer tous les gens, rappeler tout le monde. Parce qu'en plus, il fallait changer l'heure à cause du couvre-feu. Donc, on a changé les heures de spectacle où Jean Cormier est à 19 h au lieu de 20 h. Même chose pour les Sœurs Boulay. Donc, ça aussi, ça fait quand même pas mal de changements, mais les gens vont être présents, puis on est très contents. Le 6 mai, Alexandra Sreliski sera à 19h30 parce qu'elle avait de la route à faire, donc elle ne pouvait pas être là avant 19h30. Mais avec le couvre-feu à 21h30, on va être correct. Les spectacles sont sans entracte, donc c'est plus court. Là. Puis, Mme Derry, comment vous avez fait pour sélectionner, vous me dites que vous avez fait une sélection de gens qui pourront assister à certains spectacles. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'était les gens qui avaient réservé d'avance ou expliquez-moi un peu? Bien, par priorité d'achat. OK. Les gens qui ont acheté en premier, bien, ils ont leur place. Donc, on n'a pas eu le choix de faire ça. C'est vraiment par priorité d'achat et pas autre chose. Et là, vous avez dit tout à l'heure, donc c'est vraiment 146 places par spectacle. Par spectacle. Votre salle est d'une capacité de combien normalement? 508. OK, quand même. Qu'est-ce que ça représente comme coût? Est-ce qu'il y a énormément de pertes ou au final, là, ça devrait pas être si mal? Bien, c'est sûr que je n'ai pas tous les chiffres finaux, mais si nous autres, c'est des pertes, mais on espère avoir de l'aide, mais c'est sûr qu'on ne peut pas arriver au prix des billets qu'on fait, d'arriver à faire nos frais. Là. Pour les réservations, dites-moi comment les gens doivent faire à partir de maintenant s'ils veulent aller voir un de vos spectacles. S'ils veulent réserver des billets? Oui, exactement. Bon, il y a 2 spectacles. Il reste Matt Oluboski et Dominique Fils-Aimé. Parce que Dominique Fils-Aimé et Pierre Lapointe, c'est 2 nouveaux spectacles qu'on n'avait pas encore annoncés. Mais Pierre Lapointe s'est rempli. On a vendu les 146 billets en une journée et demie à peu près. Donc, c'est déjà complet. Dominique Fils-Aimé, il reste quelques billets. Donc, c'est possible d'acheter sur Internet. Les gens ont juste à aller sur le site du domaine. Ensuite, ils vont voir les plans de salle. Ils choisissent leur place parce qu'on a complètement refait le plan de salle en mode distanciation. Donc, c'est facile de visualiser le plan de salle en achetant le billet. Même chose pour Matt Oluboski. Mais il faut se rappeler que Dominique Fils-Aimé, le spectacle est un dimanche à 16 h. Donc, ça, c'est super là, pour les gens de l'extérieur qui veulent venir au domaine. Matt Oluboski sera à 19 h aussi le 6 juin et c'est aussi un dimanche. Donc, c'est les 2 seuls spectacles possibles d'acheter encore. Oui, c'est ça, actuellement, là, parce que comme on disait, pas mal toute la programmation printemps est déjà complète. Ouais.
Parlez-moi peut-être un peu des mesures sanitaires. Vous en avez un peu parlé déjà. Est-ce que ce sera sensiblement la même chose que cet été ou vous avez un peu renforcé la donne? Vous pouvez m'en parler si vous voulez. Bien, c'est pas mal semblable, sauf, je dirais, les masques. C'est très important d'avoir les masques pendant tout le spectacle. Et puis, il faut que ce soit des masques de procédure. Les gens ne peuvent pas arriver avec leur masque personnel. C'est essentiel. Ils ne pourront pas venir voir le spectacle s'ils n'utilisent pas un masque de procédure. Mais on va envoyer à tout le monde l'information là, en temps et lieu pour que les gens soient au courant de ce qu'il faut qu'ils fassent, puis que ce soit pour tout le monde une sortie sécuritaire. C'est vraiment notre priorité. Donc, toutes les informations sont disponibles sur votre site Internet. Oui. Puis les gens qui vont avoir acheté des billets aussi vont avoir l'information par courriel en ayant leur billet, leur nouveau billet avec un nouveau numéro, parce qu'ils n'auront pas la place qu'ils avaient au départ pour les spectacles qui étaient déjà annoncés avant. Absolument. Mais je vous remercie beaucoup, Mme Francine Derry. Je vous souhaite une belle saison, puis on espère que ça va se poursuivre comme ça. Bien, on l'espère aussi, puis merci beaucoup aux gens de nous encourager puis d'acheter encore des billets. Les artistes ont très hâte de voir leur public. Absolument. Et on va avoir une belle ambiance dans notre salle, malgré la distanciation. Ce sera un spectacle en mode VIP au lieu d'une mode en mode distanciation. Exactement. Il faut le prendre comme ça. Oui, exact. Il faut rester positif. Merci beaucoup. Merci. Le 3 avril prochain, les 23 km de l'île aux Coudres seront envahis par des marcheurs qui marcheront pour amasser des fonds pour lutter contre le cancer. Et l'organisatrice de cette activité, Martine Harvey, est venue nous rencontrer. Je suis avec Martine Harvey. Bonjour. Allô? Vous êtes là aujourd'hui avec nous pour nous parler d'une cause qui vous tient vraiment à cœur, qui va se dérouler à l'île aux Coudres. Qu'est-ce que c'est exactement? Dans le fond, c'est mon événement, le Don du Tour 2021. J'ai créé cet événement-là. C'est nouveau, ça n'a jamais eu lieu. Ça n'existait pas là, avant cette année, là, avant cet avril, là, au mois d'avril qui s'en vient. Effectivement, le 3 avril, le samedi de Pâques. J'ai créé ça au mois de février. Ça a parti d'une idée banale. Je marchais, j'avais mes écouteurs sur les oreilles, puis je passais devant la salle de quilles à l'île aux Coudres, puis je me disais, on dit que c'est triste ce que le COVID nous a apporté de négatif cette année. On se préparait là, à acheter des billets pour le tournoi de quilles, pour encourager les Mains de l'espoir de Charlevoix, puis le Terre Fox. Puis là, tout ça est annulé cette année parce qu'on ne peut pas faire de rassemblement. À cause de la COVID-19, la santé publique a annulé ces deux... Bien, c'est un gros rassemblement. Là. On peut se ramasser, je ne sais pas combien de personnes là, dans la salle de quilles. Donc, c'est sûr que c'était à oublier là, cette année, cet événement-là. Donc, je me suis dit, bon, on ne peut pas ne pas rien faire. C'est impossible. Qu'est-ce que je pourrais faire qui ferait une différence? Donc, j'ai parlé avec ma tante, qui est dans le comité Terre Fox à l'île aux Coudres. J'ai dit, écoute, qu'est-ce que t'en dirais si je ferais le tour de l'île à pied, je ramasse des dons, je split 50-50 entre les Mains de l'espoir et Terre Fox, moi, je vais sentir que j'ai fait quelque chose. Bien, elle dit, écoute, je parle à mon comité, je te reviens avec ça, mais d'après moi, il n'y aura pas de problème. C'est là qu'est né le Don du Tour. Donc, j'ai mis sur ma page Facebook que j'allais faire le tour de l'île, puis que si des gens voulaient m'encourager, m'envoyer des dons, tous les dons étaient les bienvenus. Puis j'ai dit, tiens, pourquoi vous ne viendrez pas marcher avec moi? Donc, vous avez vraiment lancé l'invitation par Internet là, au moment où vous vous êtes dit, bien, ça serait une bonne idée de faire quelque chose là, quand même. Oui, effectivement. Fait que j'ai écrit sur mon post Facebook, viens donc marcher avec moi. Et là, ça a fait boule de neige. J'ai eu des commentaires sur cette publication-là. C'était assez incroyable. Savez-vous combien environ? Est-ce que vous avez noté? J'ai pas noté, là, parce qu'il y a eu des messages privés, j'ai eu des appels, des commentaires, des repartages. Ça a vraiment, comme je vous dis, fait boule de neige. C'est devenu assez gros en très peu de temps. Là, j'ai des partenaires qui ont pris contact avec moi, me dire écoute, nous autres, en commanditaire, on va te fournir des autos de raccompagnement. Donc, il y en a des gens Rock-Thibault à Baie-Saint-Paul qui fournissent les autos de raccompagnement. J'ai eu d'autres personnes qui ont dit, la santé publique, parce qu'au début, au mois de février, on était encore en zone rouge. Oui. Donc, j'étais pas certaine de qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on avait le droit, qu'est-ce qu'on n'avait pas le droit.
Donc, j'ai attendu qu'on devienne en zone orange. Et là, j'ai contacté la santé publique qui, eux autres, m'ont donné le go pour y aller. Ils ont dit, tout est parfait. Ils nous ont donné quelques petites recommandations là, pour les règles sanitaires en vigueur. Et c'est ça. C'est de là qu'est parti mon super projet. Puis, pour vous, pourquoi c'est important, cette cause-là? Pourquoi cette cause-là vous a un peu toujours tenu à cœur, là, si je ne me trompe pas? Le cancer a malheureusement trop fait partie de ma vie. Plusieurs tantes, oncles, récemment un cousin. Okay. Donc, certains sont décédés, certains ont survécu. L'été passé, j'ai perdu mon oncle qui était le parrain de ma fille. Ça nous a beaucoup... ça nous a rentré dedans, là. Donc, le cancer a pas mal toujours été là. J'ai déjà participé 2 fois à On coupe pour la cause. J'ai fait couper mes cheveux. Il y a quelques années, c'est mes 2 petites filles qui avaient fait couper leur couette, une très longue couette pour les Mains de l'espoir de Charlevoix. Donc, on a toujours beaucoup été impliqués là, dans la cause du cancer. Puis je me disais que c'était impossible qu'on fasse rien cette année pour le tournoi de quilles. Ça se pouvait pas. C'était impossible. Dans ma tête, là, ça passait pas. Puis, si les gens veulent participer, donc ça aura lieu le 3 avril, je sais qu'on l'a mentionné. Si les gens veulent participer ou donner des dons, je pense qu'il y a comme les 2 options. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bien, tout d'abord, il y a beaucoup de gens qui me contactent pour voir pour les inscriptions, pour s'inscrire. Il n'y a pas vraiment d'inscription. Les gens qui veulent venir marcher sont les bienvenus. C'est une activité qui est extérieure, donc on peut être plusieurs. Les règles pour la journée sont faites aussi pour respecter les règles sanitaires. Donc, ils peuvent venir marcher, ils récoltent des sous dans leur réseau, ils viennent marcher, nous remettre les sous lors de l'événement. Ou encore, on peut aller là, sur la page Le Don du Tour 2021. Les liens sont là aussi pour les GoFundMe, parce qu'au départ, quand j'ai commencé le projet, j'ai dit, je vais faire 2 plateformes GoFundMe. Les gens vont donner là-dessus. Je n'aurai pas besoin de gérer d'argent, ça va être merveilleux. Puis en même temps, les gens reçoivent leur reçu pour fin d'impôt tout de suite par courriel. OK. Donc, très pratique comme formule. Là. Oui, vraiment, vraiment. Donc, il y a au moyen là, des 2 plateformes ou encore là, en face-à-face avec nous là, lors de l'événement. Moi, je dis aux gens de prendre le bateau de 9h30. On commence l'événement à 10h. Donc, c'est moi qui vais avoir le premier départ à 10h. On va essayer de faire partir les gens qui font le 23 km au complet en premier. Parce qu'on va avoir des départs. Au départ, on disait on va mettre 10 minutes entre chaque départ. On a une bulle qui va partir vers l'est, l'autre bulle qui va partir vers l'ouest. Là, on s'est rendu compte que 10 minutes, c'est long. Là. Les gens, ils ont le temps de marcher quand même un bon bout. Fait qu'on va peut-être réduire à 5 minutes. On va voir dans les premiers départs là, comment ça va aller. Mais d'après moi, on va mettre 5 minutes entre chaque départ. Parce que c'est une nouveauté, comme vous l'avez dit, cette année. Donc, il va y avoir, j'imagine, des ajustements à faire le jour même là, avec les gens, nécessairement. Effectivement. La chance que j'ai, c'est que le comité Téréfox à l'île aux Coudres sont avec moi cette journée-là. Okay, eux autres, ils vont être présents avec vous là, sur place. C'est eux qui vont tout gérer, parce que moi, je vais être partie marcher, là. Oui. Je ne serai pas sur place. J'imagine. Donc, ça prend quelqu'un pour gérer l'argent et tout ça. Gérer aussi, les reçus, indiquer tout ça dans des cahiers. Donc, c'est le comité Téréfox de l'île aux Coudres qui va me donner un coup de main cette journée-là. J'ai une employée aussi de la Caisse populaire qui va être là avec nous pour... rouler l'argent, mettre ça dans un coffre, être sûr que tout est en sécurité. Donc, on s'ajuste au fur et à mesure, mais en même temps, on a quelques années d'expérience avec la marche Téréfox. C'est quand même semblable. Puis, c'est quoi le montant que vous fixez ou que vous avez fixé au départ, peut-être, que je devrais dire, puis que vous fixez maintenant que les gens répondent vraiment énormément? Oui, donc moi, je m'étais mis au départ 1500 par entreprise. Je me disais, si j'ai ça, là, je pleure de joie. Oui, ça va être plus que merveilleux. Là, j'ai dit, avec tout le monde qui embarque, parce que j'ai des gens de Québec, de la Malbaie, de Baie-Saint-Paul, d'un petit peu partout dans Charlevoix qui viennent marcher. J'ai dit, à la gang, on est capable d'avoir un bon 10 000. Oui. On est capable. Puis même si on peut l'augmenter encore plus, ça va être merveilleux. Mais je me suis mis à un objectif qui est quand même, selon moi, réalisable pour pas qu'on soit déçus de ne pas avoir atteint notre objectif. Puis les gens ont quand même la possibilité de donner à qui ils veulent.
C'est ça que je trouve intéressant. Tu sais, si quelqu'un dans sa famille, quelqu'un qui a le cancer présentement puis qui utilise tout ce que la Fondation Les Mains de l'Espoir leur offre, c'est normal que ces gens-là veuillent peut-être donner plus à la Fondation. D'autres personnes qui sont, eux, atteintes de cancer et que la recherche est importante pour eux vont peut-être vouloir plus donner à Terrefox. Donc, moi, les deux entreprises sont hyper importantes pour moi. C'est pour ça que je mets les deux sur un piédestal, que je dis aux gens, sentez-vous bien à l'aise. Les gens qui, eux, vont ramener des sous qui leur ont été donnés puis qu'il y a... Tu sais, que les gens n'ont pas nécessairement dit « je veux donner à un ou à l'autre », tous ces sous-là vont être séparés en deux. Puis là, vont s'en aller moitié-moitié à chacun des organismes. C'est ça. Donc, vraiment, à savoir que cet événement-là est vraiment conçu pour ces deux organismes-là, puis et non pour d'autres organismes qui existent d'ailleurs pour l'avancement au cancer, là, si je comprends bien. Effectivement. Donc, c'est vraiment la Fondation Terrefox et la Fondation Les Mains de l'Espoir de Charlevoix. Bien, on vous souhaite bon succès, bonne chance. On espère que les gens vont être très nombreux. Qu'est-ce que vous souhaitez pour terminer avant cet événement? Je souhaite, première des choses, que la première édition de cet événement-là soit un réel succès. Je pense que ça s'enligne beaucoup vers là. Je veux dire merci aussi à tous mes commanditaires. Là, je ne vais pas les nommer parce que je sais que je vais en oublier. Je ne me suis pas apporté de feuille. Donc, je sais que je vais en oublier. Je vais faire un communiqué là, après l'événement. Je souhaite qu'il fasse beau parce que marcher à 23 km sous la pluie, c'est pas super. Donc, on va se souhaiter du beau temps, puis que les gens participent, puis aient du plaisir. Absolument. Au départ, c'est soit qu'on souhaite, puis que nos deux organismes ramassent le plus de sous possible, parce qu'ils en ont besoin. Absolument, surtout dans ces temps qui courent. Merci beaucoup, Martine Harvey, puis bonne chance. Bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Nous sommes allés rencontrer Patricia Aubé, conservatrice au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, qui nous explique comment le musée partira à la rencontre des écoliers au cours des prochaines semaines. Je me suis rendue au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul pour rencontrer Patricia Aubé, conservatrice, qui nous a présenté une nouvelle activité pour les écoles de Charlevoix. Oui, en fait, on a un nouveau projet pour les écoles. Alors, on a eu en fait une subvention du ministère de la Culture et des Communications et aussi, on a aussi un partenariat avec Hydro-Québec qui nous permet en fait de faire une trousse éducative. En fait, on va se déplacer dans les écoles sur les heures du service de garde pour offrir notre nouvelle activité qui s'appelle le montage d'une exposition selon Tech et Nick. En fait, pour parler un petit peu du projet, il faut savoir que les écoles de Charlevoix viennent quand même souvent au musée, dans une année normale, là, pas cette année, mais si on prend l'école Forget, par exemple, qui sont juste à côté, ils peuvent venir 7-8 fois, par exemple, dans l'année avec leur classe. Donc, est-ce que c'est seulement le primaire 3e cycle ou c'est vraiment tous les élèves, que ce soit préscolaire ou 3e cycle? Oui, c'est vraiment tous les élèves là, du préscolaire jusqu'à la 6e année qui viennent ici pour les activités. Et j'aime beaucoup dire qu'ils deviennent comme des experts de l'art contemporain. Hein? Et ce qu'on a remarqué, c'est que les élèves posaient beaucoup de questions techniques aussi en regardant les expositions. Par exemple, ils aiment ça savoir comment les œuvres sont accrochées. Ils nous posent des questions sur l'éclairage. Tu sais, les œuvres, ils arrivent de où, ils s'en vont où après l'exposition, etc. Donc, on s'est dit que c'était l'occasion de développer une nouvelle activité qui allait montrer plutôt les dessous d'un montage d'exposition, puis qui allait permettre aux élèves, finalement, de regarder les expositions autrement quand ils viennent au musée. Donc, on a développé vraiment une trousse éducative là, assez complète qui comprend une petite boîte là, avec tout le matériel et aussi un petit cahier éducatif ici. Donc, en fait, l'activité va se dérouler en 2 étapes. La première étape va être un petit peu plus théorique, là, mais quand même avec plein de petites activités et de jeux. Alors, on va aborder les différents thèmes d'un montage d'exposition. Madame Aubé, parlez-nous du cahier éducatif qui est dans les boîtes. Donc, vous disiez, est-ce qu'il y avait plusieurs étapes dans ce cahier-là ou c'est...
Oui, dans le fond, l'idée, c'est vraiment de montrer les différentes étapes d'un montage d'exposition, mais le tout de façon ludique. Donc, on a nos personnages ici, nos 2 techniciens, Tech et Nick, et la conservatrice du musée. Et en fait, le principe, c'est que Nick, notre technicien, est gaffeur et il se met toujours les pieds dans les plats. Donc, là, dans le cadre là, du montage d'exposition, il faut que Tech lui montre comment faire les choses comme il faut, parce que sinon, la conservatrice va se fâcher. Hein? Alors, on a donc différentes étapes. On a la sécurité des œuvres d'art, qui est évidemment très importante. Puis, à chaque fois que les élèves viennent, en fait, on leur dit toujours de ne pas toucher. On dit ça aussi aux adultes. Alors là, on va pouvoir expliquer pourquoi. Et on a même une petite paire de gants blancs dans notre boîte, là. Donc, on va expliquer tout ça. Ensuite de ça, on a le constat d'état. Alors, quand les œuvres arrivent au musée, il faut faire un constat d'état, qui est un peu comme une fiche chantée de l'œuvre. Alors, les élèves vont pouvoir se pratiquer, ils vont même avoir leur petite loupe pour voir s'il y a des défauts dans l'œuvre. Il y a la mise en espace, l'accrochage des œuvres aussi qui va être abordé, l'éclairage, les instruments et la médiation. Donc, vous voyez qu'on fait vraiment un tour assez complet avec toujours des petits exercices très, très ludiques, là. Donc, on le fait de façon à ce que ça puisse s'adapter autant pour les maternelles que les 6e années. Alors ça, c'est vraiment la première étape là, de l'activité. Oui, alors la deuxième étape, en fait, c'est que maintenant qu'ils sont des experts, c'est à eux de monter leur propre activité. Alors, la boîte, en fait, elle se transforme en salle d'exposition. Hein? Donc, on a même le plancher de bois et on a nos murs blancs, évidemment, comme dans une salle. Et puis là, on a en fait tout le matériel pour créer l'exposition. Donc, ils ont des portes qu'ils vont coller. Ensuite de ça, ils vont faire leur choix d'œuvres d'art. Donc, c'est toutes des œuvres de notre collection du symposium. Alors, ça va être à eux de regarder, de les organiser aussi par thématique ou par couleur. Donc, ils vont vraiment pouvoir laisser aller leur créativité pour monter là, leur exposition. On a même des petits socles et des murs autoportants. Donc, on est vraiment allé dans le détail là, pour que ce soit complet, là. On a 3 journées cette année là, pour d'ici le mois de juin. Et ensuite de ça, on va poursuivre à l'automne. Donc, on fait à peu près, on peut faire jusqu'à 40 étudiants par journée. Là. Donc, on va, dépendant là, du nombre d'inscriptions, là, on va s'organiser pour faire peut-être 3 ou 4 journées, là, un peu plus dans l'Est, là, à partir de l'automne prochain. La trousse éducative du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul pourra rejoindre les élèves de Charlevoix tout le printemps et se poursuivra l'automne prochain. Elisabeth Tailleur pour TVCO. C'est le moment de parler de sport local, mais également du sport des Grandes Ligues, en compagnie de Maxime Jodoin. Maxime Jodoin, bonjour. Bonjour. Maxime, cette semaine, la virée nordique a récompensé les écoles qui ont participé à ces activités. Oui, alors on a les écoles primaires Laure Gaudreau de Clermont et Notre-Dame du Bon Conseil de Saint-Fidèle qui ont remporté le défi scolaire, comme tu l'as mentionné, de la virée nordique. Oui. Là, on parlait environ 30 activités qui ont été tenues là, du 1er février au 8 mars. OK. Et là, il faut mentionner que la virée nordique, en fait, pour le volet scolaire, c'était la première édition qu'on faisait ça. Et quand même, le taux de participation, là, 35 enseignants, environ 1000 élèves qui ont provenu de 11 écoles primaires, écoles secondaires, un CPE et un centre de formation professionnelle aux adultes. Donc, on peut dire que pour une première édition, un taux de participation... Les 5 défis de la virée nordique. Et voilà, comme on le voit ici, fait qu'on peut dire que ça a été un succès. J'ai déjà vu des défis qui ont été moins populaires, là, mais pour une première édition, je les félicite tout le monde, ça a été bien. Oui, et puis c'est le cas de le dire, ils ont réussi à se réinventer, hein? Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour les écoles? Ils ont proposé un programme d'activité, puis ça a bien fonctionné. Oui, honnêtement, je pense que c'est une idée qu'ils ont bien fait, puis ça y ont vu juste. Fait que je suis content à la fois pour ceux qui ont participé, mais aussi pour l'organisation, parce que ça a été une réussite totale. Alors, bravo à la virée nordique. Oui. Parlons maintenant du sport professionnel. Oui. Puis cette semaine, le sport professionnel prend des allures de sport professionnel versus la pandémie de la COVID. Oui, c'est ça. Commençons avec la Ligue nationale de football. Qu'est-ce qui a été décidé cette semaine? Oui, bien là, tout d'abord, la grosse nouvelle, c'est que ça a été dit par le médecin en chef de la Ligue qui s'appelle Alan Seals. Donc, on n'aura pas de vaccin obligatoire l'an prochain pour les joueurs et les entraîneurs. Alors là, c'est une première nouvelle. On s'est demandé, OK, normalement, on aurait cru l'inverse. Ouais. Donc là, c'est ça qui a été dit. Par contre, le même médecin, Alan Seals, espère quand même que les gens vont aller se faire vacciner parce que semble-t-il que pour ceux qui vont l'avoir pris,
on va avoir des récompenses lors des matchs pour ces gens-là. Là, j'imagine qu'on va avoir un peu un décodeur pour savoir telle personne a été vaccinée. C'est la moindre des choses. Ou un passeport vaccin. Exactement. Mais globalement, pour les joueurs et les entraîneurs, il n'y aura pas de vaccin obligatoire là-dessus. Là, par contre, ce que ça crée un bémol, c'est que là, les propriétaires eux-mêmes vont jusqu'à dire que les tests COVID ne seront plus nécessaires pour la prochaine campagne. Mais par contre, tu as les joueurs qui, eux, disent « Oh, pas sûr de celle-là. On va s'en reparler. » Donc, il y a un côté, on dit non, l'autre côté, on dit oui. Là. Mais d'un côté comme de l'autre, ce qu'on se dit, c'est qu'au début de la saison, en début septembre prochain, le vaccin sera assez répandu pour qu'on ait presque une saison en retour à la normale. Exactement. C'est ce qu'on comprend de ça. Ouais, on se dit, rendu au mois de septembre, on devrait être bon, là, tout le monde devrait être vacciné. Oui, exactement. Bon, on espère que les gens vont l'adopter quand même, mais ce qu'on dit, c'est qu'il n'y aura pas une obligation comme telle précise pour assister à des matchs. C'est si jamais on décide de tout ça. Donc, c'est un peu le libre choix finalement, mais quand même, on souhaite que les gens le prennent. Question de sécurité pour tout le monde. Et à l'autre extrême, on a le Canadien qui doit appliquer un code COVID très strict, suspendre ses matchs parce qu'il y a des joueurs qui sont affectés. Pouvez-vous nous en dire plus long? Oui, bien, comme vous le savez, cette semaine, c'est une semaine de congé forcé parce qu'on parle de 4 matchs qui ont été reportés en raison du virus. Là, au début, on se souvient, on avait 2 joueurs sur le protocole de la COVID, Kotkaniemi et Armia. Et il y en a un des 2 qui a été testé en plus au variant, le variant britannique, sans me tromper, c'est lui qui est en ligne de compte. Évidemment, on n'a pas dit quel joueur a été. On va garder ça à l'interne. Ça, c'est normal. Là, bon. Mais il y a un joueur officiellement contaminé à la COVID. Exactement. Un des 2 gars qui a été contaminé positif. Là, il faut tester tout le monde, les joueurs, les familles, même également les entraîneurs, tout ça. Donc là, ce que Bergevin a indiqué cette semaine, c'est que si jamais on n'a pas d'autres cas positifs à la COVID d'ici dimanche qui s'en vient, ça veut dire que lundi de la semaine suivante, on sera en mesure de reprendre les activités comme telles. Mais là, par contre, là, il faut reprendre 4 matchs dans un calendrier très, très restreint d'abord. On va faire quoi? Bien là, c'est ça. Là, on parle peut-être de miser sur un calendrier de 35 matchs en 50 soirs, ce qui est beaucoup. Même à la rigueur, on parle de peut-être de faire des 4 matchs en 5 soirs pour les reprendre parce que la marge de manœuvre d'ici la fin de la saison, elle est extrêmement mince. J'ai également entendu dire que l'on pourrait, si jamais on ne réussit pas à reprendre les matchs, établir une moyenne. Oui, puis attribuer des points pour les matchs qui n'auront pas été joués. Là. Exactement. Bien, ça va être en dernier recours. Je pense que Bettman veut vraiment là, jouer les parties complètes jusqu'à la fin de la saison. C'est pour ça qu'on pense peut-être de faire 4 matchs en 5 soirs parce que la marge de manœuvre, elle est très... En fait, le Canadien, présentement, le temps d'écart qu'on avait pour reprendre les matchs, si jamais c'était là, c'est terminé. Fait que là, on se retrouve dans le dilemme de... Quand on va partir, il va falloir jouer 4 matchs en 5 soirs. C'est possible, ça a été une option, mais ça serait du hockey en tabarouette. En tout cas, les amateurs ne se plaindront pas. On va avoir du hockey presque tous les soirs à écouter. Ça, c'est sûr et certain. On ne s'en plaindra pas là-dessus. Et pendant qu'on est sur le hockey, c'est la date limite des transactions. Oui. Le Canadien, là, à part échanger Marc Bergevin, est-ce qu'il reste quelque chose d'autre qu'on pourrait échanger? Bien, oui, il y a des choix là. Tout d'abord, la limite, c'est le 12 avril, dans quelques semaines. Là, il faut savoir que la marge pour Bergevin, là, elle est extrêmement petite. Là, sans me tromper, je pense qu'on parle à peine d'un 300 000 en termes de plafond. Pour ceux qui connaissent le hockey, l'argent, là, c'est pratiquement rien. On ne peut pas aller chercher un joueur avec ça. Pratiquement rien. Donc là, il faut échanger la masse salariale pour le faire. Actuellement, on parlait peut-être de Lekonen ou Byron qui étaient les cibles potentielles. Par contre, Byron, lui, son salaire de 3-4 millions, c'est pratiquement impossible parce que les mondes n'ont pas les prérequis. Les moyens de se payer Byron. Exactement. Lekonen, 1,2 million, ça pourrait passer. Par contre, peut-être rajouter un choix de repêchage ou un espoir parce que Lekonen toute seule, pour moi, il n'y a pas une grande valeur. Alors, on suit ça jusqu'au 12 avril. Absolument, oui. Ça va être à voir si Bergevin va bouger ou pas. Bien, Maxime Jodoin, merci beaucoup pour ce sport. Ça fait plaisir. C'est ce qui complète les actualités de TVCO cette semaine. On espère que ça vous a plu. Et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.